Le maire de la commune de Ouagadougou et ses partenaires étaient ce matin chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Il était question de présenter au chef du gouvernement les résultats du projet d'acquisition des nouveaux bus pour la Sotraco. Nous sommes venus rendre compte au Premier ministre du résultat des travaux du groupe de mobilité, du groupe de travail sur la mobilité urbaine de la ville de Ouagadougou et de ses environs. Et comme vous le savez, il y a de cela 2 mois, avec le directeur général de la RATP internationale et nos partenaires de Scania, nous étions venus présenter un projet de bus de transport en commun au Premier ministre. Aujourd'hui, cette étude est terminée et nous sommes en phase de présenter ce projet au gouvernement. Donc il était tout à fait normal que nous puissions donner la primeur au chef du gouvernement. Donc nous sommes venus avec une mission conduite par M. Thibault, qui est directeur général de la RATPI, et nos partenaires de Scania, pour pouvoir présenter ce projet au Premier ministre. Pour ceux qui étaient à Gawa, ont dû remarquer que la Sotraco a donné le ton déjà. Et vous avez dû voir des nouveaux bus qui ont participé à la parade du 11 décembre. Et c'est pour donner... Ce qui va changer, c'est de densifier d'abord le réseau de transport en commun à Ouagadougou. Faire en sorte que le transport en commun devienne le mode de mobilité le plus pratiqué dans la ville de Ouagadougou pour plusieurs raisons que vous imaginez aisément, notamment en matière de sécurité, en matière sanitaire, en matière également de disponibilité. Donc, Ouagadougou devient une très grande ville et la mobilité urbaine est inscrite comme étant une des priorités de notre programme. Le coût total du projet qui va jusqu'en 2025 va coûter la somme de 150 milliards de francs CFA. Donc c'est l'excellence du savoir-faire en matière de gestion de la mobilité qu'on va mettre au service de Ouagadougou. Et donc expertise, aussi des experts en permanence pour accompagner la Sotraco dans le management, oui monsieur Pascal, voilà, pour accompagner la Sotraco dans son management du quotidien. Nous allons aussi réaliser des études complémentaires pour essayer de définir de manière très fine le réseau urbain de 2018, 2019 et 2020, avec un certain nombre de bus. Aujourd'hui, Pascal pourrait confirmer, il y a très peu de bus qui circulent dans la ville. Demain, l'ambition de la commune de Ouagadougou, c'est d'avoir dans un premier temps 200 bus, et les 200 bus, il va falloir qu'on les positionne très bien pour la population, pour que tout le monde puisse en profiter, avec des fréquences à 15 minutes et non pas des fréquences à l'heure ou toutes les 2 heures, avec un système d'information voyageurs qui permette à la population de savoir quand est-ce que va arriver son prochain bus, et puis un système billettique, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même besoin de sécuriser la recette de trafic qui va permettre de contribuer au développement futur du réseau.
Et déjà dans le mois de janvier 2018, la première phase de la mise en circulation des nouveaux bus dans la ville de Ouagadougou sera effective. Au cours du périple du Premier ministre Paul Kabatieba ce vendredi sur les sites de l'ONEA, le constat était assez macabre. Des bonnes fontaines fermées avec des rangs de bidons à perte de vue. Pour Dame Georgette Kemtore, aussi appelée comme Naba, dans la zone de Zirgem, c'est un cri de cœur qu'elle lance à l'endroit du gouvernement afin d'alléger la peine des populations en matière d'eau. Même action pour les maires de Samba et de Lumbila. Il n'y a pas d'eau. Aussitôt venu, aussitôt coupé. Et les gens sont arrêtés sans savoir que faire. Certains peuvent aller vers les pompes d'eau, mais les autres restent sur place à attendre. Souvent, je suis là jusqu'à minuit et quand ça vient d'ici le matin, ça se coupe encore. Les populations s'accroissent de jour en jour et il est très difficile de pouvoir en tout cas subvenir aux besoins d'eau. Voilà, donc ce sont les réalités comme ça. Et la commune que nous gérons, le conseil municipal, fait aussi de son mieux et pour en tout cas faire quelques forages. Et déjà, à l'entame de 2016, nous avons déjà réalisé près d'une vingtaine de forages. Malgré tout, ça ne suffit pas. On a reçu un transfert de l'État pour faire des forages, pour faire des APS, etc. Mais ça ne suffit pas. Donc mon rôle en tant que maire, c'est d'attirer l'attention de l'autorité que ça ne suffit pas et que la population est dans le besoin. Le barrage de Lumbila, qui a été le premier barrage à alimenter Ouagadougou en eau. Mais pendant ce temps, nous, on n'avait pas d'eau à boire à Lumbila. Mais actuellement, avec l'eau de Ziga qui passe, il y a eu une adduction au niveau de la ville de Lumbila et un certain nombre de quartiers périphériques. Pendant que le citoyen lambda n'appréhende rien des thèmes techniques, les techniciens et ingénieurs semblent se plaire dans leur jargon de spécialistes. Effectivement, les populations qui vivent des difficultés. Vous savez qu'on a mis en service la station de Ziga 2, mais tous les quartiers ne sont pas bien desservis aujourd'hui parce que toutes les canalisations qui sont prévues ne sont pas encore finies. Voilà. Et nous avons réalisé ce forage, nous sommes en train de réaliser ce forage, 43 au total, pour injecter l'eau directement dans les zones qui sont aujourd'hui déficitaires. Donc cela viendra donc améliorer la desserte dans ces quartiers. Ce sont des forages avec des capacités différentes. Par exemple, celui qui est à côté de nous, il a une capacité de 15 mètres cubes heure. Donc avec un fonctionnement de 9 heures par jour. D'une manière ou d'une autre, les populations, surtout périphériques de la ville de Ouagadougou, s'impatientent à avoir des résultats palpables. À en croire les uns et les autres, creuser des trous ça et là, poser des tuyaux, mettre des dalles, cela importe peu, pourvu que leurs seaux, barriques et bidons soient remplis d'eau. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a tenu sa deuxième session du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2017. Une session qui appelle à l'appréciation, à l'analyse des différents participants quant au budget de gestion 2018. Vous n'êtes pas sans ignorer que le budget vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Et puis à notre niveau, donc, nous avons 5 programmes. C'est le commerce, c'est l'industrie, c'est l'artisanat, c'est le secteur privé. Et puis le dernier programme, c'est le pilotage et le soutien. Donc aujourd'hui, nous savons quelles sont donc les allocations budgétaires qui nous ont donc été faites. Et sur cette base, nous avons aussi un certain nombre de projets et programmes que nous tenons donc à réaliser. Aujourd'hui, donc, on va échanger ensemble, se donner les idées les meilleures, et puis faire en sorte que tout soit donc lancé à partir de maintenant. Je parle des procédures, en ce qui concerne par exemple les projets et les programmes, qu'à partir de maintenant là donc nous lançons toutes les procédures afin que au terme donc du premier trimestre de l'année 2018, nous atteignions en tout cas un taux important d'exécution budgétaire. Et nous pensons qu'avec les collaborateurs, nous allons nous fixer un taux fort d'environ 50% en ce qui concerne la réalisation du budget 2018 au premier trimestre de l'année.
ensemble, je pense que nous allons donc mener la barque où nous voulons que ça aille. Donc c'est pour le bien effectivement de cette population burkinabé. La confiance qui a été placée donc en nous, nous allons la mériter. Pour mériter justement cette confiance, un certain nombre de défis demeurent à être relevés. Prenez donc tous les secteurs que nous avons. Si vous prenez le commerce, nous entendons donc dynamiser, réorganiser, faire en sorte quand même que nous ne soyons plus des gros importateurs et que l'industrie maintenant qui est donc un de nos domaines aussi ait sa propension et son expansion donc au niveau de ce pays-là et que la transformation structurelle de l'économie soit une chose effective. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous voyez les filières sont donc en train d'être réorganisées. Et nous entendons faire en sorte qu'il y ait donc une chaîne de valeur ici au Faso et pour nous permettre effectivement de connaître de fortes croissances en termes donc de développement socio-économique ici au Faso. Mais déjà, le ministre apprécie le rendement engrangé au cours de l'année 2017. Les participants sont invités alors à proposer des solutions et des recommandations fortes qui permettront de réaliser les objectifs du plan national de développement économique et social et du programme présidentiel. 20 ans d'existence au cours desquels le réseau national de lutte anticorruption RENLAC a apporté sa contribution dans la lutte contre la corruption à travers l'information et l'éducation des populations et l'interpellation des pouvoirs publics. Et les résultats sont palpables. Les Burkinabés disent que la corruption a régressé dans notre pays. Ce qui nous a nous-mêmes étonnés. Mais là où on n'a pas été surpris, c'est que si vous regardez également la structure qui traite également de ces questions-là, elle a aussi donné la note de 42 sur 100 au Burkina en 2016. Or, de 2012 à 2016, on avait seulement 38 sur 100. Et donc, ça veut dire que en fait, nos résultats et ceux de Transparency International sont pratiquement identiques. Créée en décembre 1997, c'est une organisation non partisane et à but non lucratif. Le RENLAC d'hier à demain, c'est sous ce thème que les participants du présent symposium vont se pencher sur le parcours déjà effectué et s'interroger sur l'avenir. Le RENLAC de demain, c'est un RENLAC sur les 13 régions, mais aussi dans la sous-région. On pense qu'on doit pouvoir collaborer avec les structures de lutte anticorruption du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais on pense aussi à un RENLAC qui est beaucoup plus autonome financièrement, parce qu'actuellement, nous avons des partenaires techniques et financiers. On est bien content d'avoir les ressources des partenaires techniques et financiers, mais on souhaite aussi que le RENLAC ait ses propres ressources. Et donc c'est pour cela que nous voulons construire ce qu'on appelle un centre de formation et de recherche. Le RENLAC, 20 ans après sa création, est présent dans 6 régions du Burkina Faso. Les perspectives sont de couvrir les autres régions du pays et d'intervenir également dans plusieurs autres pays africains. Les 20 ans du RENLAC, c'est un symposium de 48 heures durant lesquels plusieurs thèmes seront traités en rapport avec le thème principal. Ils avaient annoncé depuis le 14 décembre dernier l'observation de 96 heures de grève pour exiger du gouvernement la prise en compte de leur plateforme revendicative minimale qui comprend 8 points. Eux, ce sont les syndicats des travailleurs de l'action sociale, SYNTAS, et cette même grève a débuté aujourd'hui, 19 décembre 2017, et prendra fin le 22 décembre prochain. Nous sommes aujourd'hui ici dans le but de hausser davantage le ton par rapport au mépris qui est affiché vis-à-vis de l'organisation, des organisations des travailleurs et de leurs préoccupations. Les 8 points portent essentiellement sur une question de nomination de complaisance qui a été opérée dans notre département ministériel et qui aujourd'hui, la preuve est faite que
c'est effectivement des nominations, c'est du copinage qui a été opéré et ce sont des nominations contre-productives. Nous avons également un deuxième point sur l'application diligente des conclusions du comité interministériel qui a examiné la question de reconstitution de la carrière des personnels des escadrilles. Il faut dire que ce point également avait connu une avancée à travers les travaux qu'un comité interministériel avait déjà produit et sorti des conclusions qui ne demandent qu'à être appliquées. Or, c'est des gens qui ont produit du travail de qualité, puisqu'il s'agit de l'encadrement des enfants de ce pays et nous pensons qu'il y a une injustice qui est opérée à ce niveau et il faut véritablement la corriger. Notre inquiétude sur ce dossier également est que le dernier engagement qui indiquait que les premières conclusions devaient être regardées par un autre comité interministériel, ce comité interministériel n'a pas été mis en place pour regarder les conclusions produites et le dossier se retrouve sur la table du Conseil de ministres. Toujours est-il à un niveau de la chaîne de décision de l'administration. Et nous avons également notre indemnité spéciale qui a été supprimée à la faveur de l'élargissement de l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires. Et nous pensons qu'à ce niveau, il s'agit d'une indemnité spéciale qui a été acquise de haute lutte et ça reste un acquis. Et du reste, le gouvernement lui-même l'a reconnu lors de la relecture de la grille indemnitaire 2014 que c'est une indemnité qui avait été injustement supprimée et qu'elle allait être regardée pour être rétablie. Nous avons également demandé qu'on dote nos services à moyens de fonctionnement suffisants et de qualité en termes de logistique, en termes de carburant. Parce que une bonne partie de notre travail également, c'est un travail de sortie, c'est un travail de terrain. Mais je rappelle, moi je relève d'un service où depuis janvier 2017, à ce jour, nous on n'a pas reçu une goutte de carburant dans notre service. Or, le boulot se passe également sur le terrain pour une bonne partie. Nous voulons également qu'on réhabilite le domaine de l'éducation du jeune enfant qui a été désorganisé avec la mise en œuvre du transfert de l'éducation préscolaire et de l'enseignement post-primaire au MENA. C'est une désorganisation d'un travail hautement social et nous pensons qu'il est temps qu'on rende justice à ces enfants du peuple qui ont besoin de toute la qualité liée à l'éducation de jeunes enfants. Nous demandons également que pour les nominations au poste de responsabilité, qu'on puisse considérer sans distinction les différents corps spécifiques qui composent les emplois au niveau de notre département ministériel qui aujourd'hui se trouve dans une fusion. Nous avons également demandé l'adoption d'un statut particulier pour ce qui nous concerne. Et comme je le disais tantôt, nous sommes un département ministériel qui a connu une fusion de 2 ex-ministères. Et ce statut particulier devrait nous permettre de travailler de concert en bonne intelligence pour l'atteinte de nos objectifs. La journée du 20 décembre sera consacrée à la marche en direction de l'Assemblée nationale pour interpeller la représentation nationale sur la reconstitution de la carrière du personnel. Et si rien n'est fait après ces 96 heures de grève, les syndicats promettent poursuivre la lutte. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, à la tête d'une délégation venue de Dakar, a apporté un message de son président Macky Sall à son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Avec l'esclavage connu actuellement en Libye, qui est un commerce abject et criminel, qui a été vigoureusement condamné lors du sommet Union africaine Union européenne le 29 et 30 novembre à Abidjan. Et il a été décidé qu'il fallait une enquête internationale, impartiale, et pour pouvoir identifier les auteurs d'un tel trafic et pour que des sanctions puissent être prises, Mais les responsabilités, une fois qu'ils sont situées, il est important aussi que l'Afrique, donc les dirigeants africains,
prenne les responsabilités qui consistent à créer les meilleures conditions qui retiennent la jeunesse. Autant de questions qui sont d'une grande importance et qui ont été posées sur la table, que le président de la République, Macky Sall, m'avait chargé de donner à son homologue Marc Koboré, et qui a été très attentif à toutes ces questions et qui a montré la convergence de vues entre les deux chefs d'État qui veulent ensemble regarder dans la même direction, travailler main dans la main au sein de l'UOMA, au sein aussi de la CEDEAO, au sein de l'Union africaine, faire en sorte que les problèmes essentiels, ils puissent se concerter et avoir les mêmes positions. Cette visite sera l'occasion pour le pays de la Teranga de remettre le prix Macky Sall pour le dialogue au chef des Moussé. Pour dialoguer, il faut du courage et il faut aussi de la force, parce que le dialogue reste l'arme des forts et l'arme des courageux. La culture du dialogue, c'est ce qui permet à nos sociétés de pouvoir négocier les crises et éviter les conflits et faire en sorte que par anticipation, les solutions soient trouvées et même les compromis dynamiques de manière à ce que l'essentiel, c'est de préserver la stabilité, la coexistence pacifique. Cela n'est possible que s'il y a le respect, que s'il y a donc une volonté commune de s'accepter, de vivre ensemble. Et nous pensons que le Moro Naba, dans ses actes quotidiens, alors fait les mêmes choses, les mêmes actes. C'est un régulateur social qui est un exemple pour l'Afrique. Ainsi, dès demain, le Moro Naba recevra ce prix honorifique, après quoi Sidiki Kaba et sa suite prendront le vol pour Abidjan au pays de feu Félix Houphouët-Boigny. Le maire de la commune de Ouagadougou a rendu visite aux malades de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Une visite qui vise à venir en aide et apporter la joie, un tant soit peu dans le cœur meurtri. L'hôpital Yalgado Ouedraogo, c'est le plus grand centre sanitaire hospitalier de la ville de Ouagadougou. Donc il était tout à fait normal qu'à l'orée de cette nouvelle année, comme il est de coutume, que nous puissions passer pour encourager et saluer le personnel, la direction générale de l'hôpital, le personnel, et rendre visite également aux malades. C'est-à-dire que ceux qui sont ici sont venus pour retrouver la santé. Ils ont besoin de notre solidarité et de notre compassion. Donc c'est ce que nous sommes venus les témoigner ce matin, à travers des dons symboliques qui peuvent permettre et aux enfants et à certains malades de traverser la nouvelle année avec un peu de joie au cœur. Donc c'est les apporter ce soutien-là et cette solidarité qui a motivé notre déplacement ici ce matin. Donc nous avons pu nous rendre compte effectivement de l'état de l'hôpital et des conditions très difficiles dans lesquelles travaillent ces employés qui sont motivés, tout le personnel soignant. Et donc nous tenons à les féliciter et à les encourager parce que c'est grâce à eux que ces souffrances sont soulagées et que beaucoup de gens retrouvent la santé. Le maire de Ouagadougou n'est pas allé les mains vides au chevet des malades. Il a apporté des sacs de riz, de maïs, du savon, du lait et une enveloppe de soutien pour les activités du service social. Le DG du CHU Yalgado Ouedraogo s'en réjouit et rassure Arma Bewende que ce don sera utilisé à bon escient. En premier lieu, monsieur le maire, pour ce cadeau qui a été fait aux patients et au personnel du CHU Yalgado Ouedraogo. En fait, d'utilisation, comme nous l'avons promis à monsieur le maire, les vivres et les dons seront prioritairement destinés aux patients. Je crois que vous avez vu les remises symboliques qui ont eu lieu. C'est ce que nous allons continuer à travers notre service social. Pour le reste aussi, il y a une contribution qui est faite aussi à l'endroit des acteurs de l'hôpital. Et nous profitons vraiment de votre micro pour rendre hommage à tout le personnel qui travaille intensément et de manière assez sérieuse vraiment à l'hôpital ici pour rendre les soins aux patients. Malgré les conditions difficiles que M. le maire a prises, je crois que des efforts pourront être faits après pour améliorer tout cela. Les patients ayant reçu symboliquement le don
sont dans l'allégresse. Et c'est le même son de cloche chez Méda Sandrine qui assiste son enfant malade. Je suis vraiment contente du fait que le maire est passé nous rendre visite. C'est-à-dire c'est au nom de toute la population burkinabé qu'il est passé nous rendre visite. Cela veut dire qu'il ne nous a pas oubliés. La population pense à nous. On est ici, c'est pas facile. Les conditions, c'est pas facile. Mais le fait qu'il est venu nous voir, ça nous soulage. Quelles que soient les difficultés qu'on traversait, actuellement, on sait qu'au moins, il y a des gens qui pensent à nous. Nous sommes vraiment contents et nous lui disons infiniment merci pour cette pensée qu'il a eue. À grands pas, le maire de la commune de Ouagadougou a sillonné les 4 coins du CHU, de la direction en passant par le service urologique, sans oublier la clinique pédiatrique. Il a saisi l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année, non seulement à l'ensemble du corps médical, mais aussi aux malades et leurs accompagnants, tout en leur souhaitant un prompt rétablissement. Désormais, la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre dispose d'une police de l'eau. Ils ont prêté serment ce 20 décembre 2017 au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Je le jure. Je le jure. Donc aujourd'hui, c'est la sermentation de nos agents. Donc pour dire que le service police de l'eau est opérationnel au sein de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre. Pour la question de la protection de la ressource, comme ils sont opérationnels, nous pensons que tout ce qui est protection de la ressource dans notre région, ça sera quelque chose qui sera maintenant fait. Nous allons entreprendre des activités, toujours de sensibilisation, au profit de ces usagers, des différents retenues d'eau qui contient la région du centre, et également des répressions pour ceux qui ne vont pas respecter, en tout cas, la loi, les réglementations à la matière. Une cérémonie qui a connu la présence des autorités judiciaires, les responsables de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre, des collègues, des parents et des amis. Cette prestation de serment s'inscrit dans la dynamique de la protection des ressources d'eau dans la région du centre. La liberté de la presse est en régression au pays des hommes intègres. De 2,43 sur 4 l'année dernière, le Burkina Faso est passé à 2,37 sur 4 cette année. Cette information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse animée par les experts nationaux au Centre national Norbert Zongo le 14 de ce mois. De ce fait, nous avions promené notre micro dans quelques médias pour recueillir leur appréciation sur la régression de la dite liberté de presse. Je crois que c'est un recul qui est assez dommageable quand même pour un pays reconnu comme étant quand même un exemple en matière de liberté de la presse. Depuis l'assassinat de notre confrère journaliste Norbert Zongo, je pense quand même qu'il y a eu plus d'espace de liberté. Et depuis ce temps, vous avez vu comment la presse burkinabé est devenue très dynamique dans les contenus. Il y a eu l'avènement de l'insurrection. On a pensé qu'avec cela, les choses allaient aller encore plus mieux qu'avant. Mais effectivement, si ce dernier rapport nous montre qu'il y a de recul, il y a de quoi s'inquiéter pour nous acteurs, pour nous professionnels. Et je pense qu'il faut mûrir la réflexion, il faut se mobiliser encore davantage pour faire en sorte que ces espaces de liberté chèrement acquis demeurent. Selon le DG de Canal 3, la liberté de la presse avait été acquise, mais seulement l'on n'a pas su l'entretenir. La liberté de la presse, comme toute liberté, s'acquiert, mais il faut aussi l'entretenir. Il est vrai que le Burkina Faso a fait de grands bonds sur la question. On se rappelle effectivement donc des meilleurs classements dont on a pu obtenir juste après, pendant l'insurrection.
et qui avait été noté positif comme un élément au niveau du Burkina. Mais on se rappelle aussi qu'on a aussi subi quelques revers. Il y a quelques journaux qui avaient été suspendus. On se rappelle de la suspension des émissions interactives qui avait été jugée en son temps par des professionnels comme un recul fondamental de la liberté. Cela voudrait dire qu'on n'a pas su entretenir et justement donc cette liberté que l'on avait pu donc acquérir. Un appel est lancé à l'endroit de l'autorité publique. Le constat avec le rédacteur en chef de BF1. L'appel, c'est effectivement à l'endroit des autorités à faire en sorte qu'il n'y ait pas de recul. Ce n'est d'ailleurs pas à leur honneur qu'il y ait de recul en matière de liberté de la presse. Je pense que c'est quelque part aussi parce qu'il y a eu cette liberté qu'eux peut-être sont là. Et donc, ils gagneraient à travailler davantage, à renforcer ces espaces de liberté, de sorte à ce que la presse puisse continuer à jouer pleinement son rôle dans notre processus démocratique. Mais l'appel, c'est surtout effectivement que les autorités puissent travailler à faire comprendre aussi au niveau des forces de défense et de sécurité qu'il faut qu'il y ait une collaboration saine qui fait en sorte que chacun puisse faire son travail sans problème, sans que l'autre ne vienne un peu empêcher l'autre entité de pouvoir donc exercer pleinement son travail. Je pense qu'il faut faire dans la collaboration. On est en situation de crise et en situation de crise, il faut développer une communication de crise et je pense que c'est ce qui manque surtout au niveau de l'autorité publique par rapport à cette question sécuritaire. Et c'est ce qui fait parfois qu'il y a des entorses à la liberté de la presse. Je pense que si on collabore davantage, qu'on essaie de comprendre que le travail de la presse, c'est pas pour nuire, mais c'est pour contribuer à édifier cette nation. Je pense qu'on peut mieux se comprendre et il appartient à l'autorité effectivement de prendre toutes ses responsabilités pour faire en sorte que cette liberté de presse puisse se renforcer. Parce qu'effectivement, on a comme l'impression quand vous écoutez les autorités aujourd'hui que certains ont oublié que c'est parce que la presse a pu jouer son rôle qu'eux aujourd'hui sont au pouvoir. Et donc je pense qu'il y a du travail à faire. Mais c'est surtout, comme on l'a dit, c'est de bonne guerre. Le politique veut effectivement, s'il a la possibilité de museler la presse pour pouvoir tranquillement faire ce qu'il a envie de faire, il le fera. La femme représente 57% de la population, mais l'on retrouve une minorité dans les médias. Ont-elles peur des préjugés d'antan? Réponse avec M. Soulama. Je pense que ce regard s'est beaucoup amélioré. C'est d'abord le niveau de la société. Vous savez, plus une société est instruite, et encore, on combat mieux les préjugés. Donc, il n'y a plus ce regard spécifique. Il y a un certain nombre de métiers pour lesquels seule la femme était, et seul l'homme était capable de le faire, mais vous retrouvez aujourd'hui des femmes en train de faire ces métiers sans que les gens ne soient aujourd'hui choqués. Moi, j'ai vu un excellent reportage de femmes taximènes burkinabées à Paris. Je connais une demoiselle à Ouagadougou qui est taximène ici, à Ouagadougou. Et tu vas trouver c'est la seule femme taximène, sans que ça ne choque personne aujourd'hui. Alors qu'en son temps, on pensait que c'était un travail pour les hommes, etc. Donc pour moi, nos sociétés, grâce à l'instruction, de plus en plus, les préjugés, on arrive donc à aller vers les limites des préjugés. Les choses commencent à aller. Et la seule chose que nous pourrons demander aux femmes, c'est de persévérer. C'est à elles de convaincre encore les gens ou dire que vous faites mauvaise analyse en pensant que la femme, elle est ceci si elle fait cela. Parce que, au tout début, être journaliste, c'est aller au contact du monde des affaires, du monde politique, de toute la société en réalité, c'est-à-dire du grand public. Habituellement, dans le préjugé des gens, plus une femme est en contact avec ce monde, facilement, elle peut céder à des avances. Il faut qu'on soit très clair. Elle peut céder à des avances. Mais c'est à la femme de montrer que nous sommes dans ce domaine, mais nous ne sommes pas. Si nous avions aussi un trait de caractère, c'est le métier qui nous y amène. Et quand on finit le travail, nous rentrons chez nous pour retrouver les nôtres. Voilà. Donc, c'est la question de la persévérance pour aider effectivement l'instruction à combattre davantage les préjugés, madame. Les femmes de tous les secteurs ont besoin d'être encouragées, mais la femme journaliste beaucoup plus, car le journalisme est un travail intellectuel très absorbant et ce n'est toujours pas évident en tant que femme.
Les premiers responsables pays du groupe de la Banque mondiale au Burkina Faso étaient ce matin chez le Premier ministre Paul Kabatieba. Les échanges ont porté sur les grandes lignes de la nouvelle stratégie du groupe de la Banque mondiale au Burkina Faso pour les années 2017 à 2020. Ce nouveau cadre de partenariat pays est basé sur les priorités du plan national de développement économique et social du Burkina Faso. Et sur l'analyse effectuée par notre institution, les grands défis qui sont là donc qu'affronte le pays pour les prochaines années. Nous avons présenté les grandes lignes de la stratégie et qui se déclinent en deux axes principaux. Le premier axe est celui qui concerne le soutien au secteur porteur de croissance et créateur d'emplois. Comment le groupe de la Banque mondiale peut accompagner les politiques et projets d'investissement pour donc maximiser l'apport de ces secteurs-là à la création d'emplois. Et le deuxième axe, c'est l'axe sur le capital humain. C'est tout ce qui concerne l'éducation, la santé et la protection sociale pour les plus vulnérables. Là aussi, le groupe de la Banque mondiale apporte des appuis aux politiques et aux programmes du pays pour donc faire changer le paradigme de la pauvreté. Et enfin, on a ce qu'on appelle des secteurs transversaux, donc la gouvernance, le genre, la gestion des ressources naturelles et aussi donc le foncier. Donc voilà un peu l'ossature de la nouvelle stratégie pays du groupe de la Banque mondiale, qui donc en plus de la Banque mondiale elle-même est la Société financière internationale et l'Agence multilatérale de garantie des investissements. J'ai aussi donc avec moi mon collègue de la Société financière internationale qui peut peut-être dire quelques mots sur ce qui va être fait pour le secteur privé burkinabé. Au niveau de la Société financière internationale, comme l'a dit mon collègue, nous allons aussi accompagner le gouvernement dans le développement des axes stratégiques qui a été défini au niveau des infrastructures, développement des infrastructures, de l'agro-industrie et de l'amélioration du climat des affaires avec un accent sur l'inclusion financière. Donc au niveau de l'agro-industrie, nous allons vraiment mettre l'accent sur le développement des chaînes de valeur, du lieu de production en incluant les producteurs, les agriculteurs, au lieu de consommation, en travaillant avec les principaux acteurs que nous avons surtout le long de la chaîne logistique et en mettant un accent particulier sur la logistique. Au niveau des infrastructures, l'énergie est un secteur clé pour nous, les transports, et nous essaierons de travailler avec le gouvernement pour le développement des producteurs indépendants d'énergie. Et le dernier volet, et pas des moindres, c'est l'amélioration du climat des affaires, là où il y a déjà un certain nombre d'acquis qui est réalisé au niveau du gouvernement en mettant en place une cellule qui suivra, si vous voulez, les indicateurs du doing business. Et l'inclusion financière, en tant que groupe de la Banque mondiale, nous travaillerons sur les réformes qui s'imposent et nous mettons l'accent sur la finance digitale. Cette nouvelle stratégie du groupe de la Banque mondiale entre en droite ligne avec le Plan national de développement économique et social PNDS. Du nouveau dans le domaine des énergies. Le réseau des professionnels des énergies renouvelables, en abrégé REPER, est une association pensée par et pour les acteurs du domaine. Professionnels comme écoles de formation se sont donné la main associative afin de promouvoir l'énergie renouvelable au Burkina Faso. Les penseurs de ce groupement espèrent aussi, à travers leur action, contribuer au développement socio-économique de la nation. Disons que c'est une structure qui est née d'une volonté manifeste des acteurs des énergies renouvelables, à savoir les entreprises, les industriels, les écoles professionnelles et également les structures, les ONG et les associations qui évoluent dans le secteur des énergies renouvelables. C'est vu tous les problèmes que rencontre le secteur des énergies renouvelables au Burkina. Je veux parler particulièrement de l'énergie solaire. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'énergie solaire au Burkina,
il y a plein des acteurs qui évoluent dans ce secteur. Mais malheureusement, il y a manque de communication et il y a aussi manque d'information. Selon le parrain, opérateur économique de son État, bon nombre d'entreprises sont bloquées vu le coût élevé de l'énergie. Quoi de plus normal donc que de soutenir de telles initiatives venant des jeunes. Notre véritable problème de ralentissement de notre économie, c'est l'énergie. Donc ces jeunes entrepreneurs qui ont eu l'idée de promouvoir l'énergie renouvelable, ça me fait droit au cœur. Donc je n'ai pas hésité une seule instance pour les soutenir. Donc je lance un appel et puis je demande vraiment à notre autorité si vous pouvez soutenir les énergies renouvelables, c'est très important pour que les gens créent les usines de fabrication de plaques solaires. Créée en mai 2017, le Repère est une association ouverte à tous les professionnels de l'énergie renouvelable ainsi qu'aux établissements spécialisés dans la formation des jeunes dans ce domaine. Afin de présenter la structure, une rencontre a eu lieu ce mercredi avec pour thème l'environnement et les énergies renouvelables. Quelle perspective pour le Burkina Faso? Après son entrevue avec le chef de l'État burkinabé, le ministre des Affaires étrangères de la République du Sénégal a été reçu ce jour par le Premier ministre Paul Kabatieba. La coopération bilatérale et la consolidation des relations entre les deux pays étaient au menu des échanges. Oui, l'intégration reste quelque chose de très important pour nos peuples. Il faut lutter contre la balkanisation de l'Afrique. Il nous faut des espaces beaucoup plus grands, des marchés beaucoup plus importants, et créer un espace de solidarité, un espace de liberté, un espace de prospérité pour offrir un avenir meilleur et équitable à nos jeunesses, qu'elles ne puissent pas quitter nos pays pour aller mourir ailleurs et avec les fausses illusions. Cela suppose que nous puissions travailler ensemble en Afrique, dans le cadre de l'UOMA, dans le cadre de la CEDEAO et dans le cadre de l'Union africaine, pour que la main dans la main, on puisse se concentrer sur le développement de notre continent. Paul Kabatieba a remercié son hôte pour l'honneur fait au pays des hommes intègres pour le choix porté sur le chef des Moussé, le Moro Naba Bongo, comme premier lauréat du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Sa Majesté le Moro Naba Bongo, chef des Moussé, est à l'honneur ce 21 décembre 2017. Après l'avoir institué le 2 juin 2016 à Genève, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, CID, vient de lui décerner le premier prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Une distinction dotée de trophées, d'une médaille et d'une enveloppe de plus de 32 millions de francs CFA qui servira à honorer et à encourager toutes les initiatives de dialogue politique et social en Afrique. Le Moro Naba a été à cause de son histoire, à cause de l'histoire de ce pays. Je veux dire très concrètement que non seulement nous avons été informés qu'il est déjà récipiendaire de plusieurs dizaines d'autres distinctions, mais en plus qu'il a joué des rôles historiquement prouvé dans la stabilisation du Burkina Faso et son rôle est prépondérant dans l'aboutissement d'une solution agréable pour la crise de 2014 et ceci a suffi pour nous de le présenter comme l'homme que nous voulions. Il représente valablement le profil que nous cherchions. Par la voix de son porte-parole, le Lale Naba, le premier lauréat du Grand Prix Macky Sall, a remercié les donateurs ainsi que l'assistance pour le choix porté sur sa personne et a tenu à décerner le prix au peuple burkinabé. Ce n'est pas par la force d'un fusil, d'un couteau ou d'un bâton que le Moro Naba a obligé les gens, la population à l'écouter, les autorités d'alors en contradiction à l'écouter. Le peuple burkinabé
les autorités d'alors ont eu confiance en Sa Majesté le Moro Naba, à écouter le Moro Naba. C'est l'écoute et la confiance qui justifie le fait que le Moro Naba a décerné ce prix à ce peuple. Et vraiment, nous sommes fiers et nous invitons toute autorité, à quelque niveau que ce soit, religieuse, coutumière, politique, municipale, à cultiver les vertus du dialogue, les vertus de l'humilité, les vertus vraiment de la cohésion sociale, de la volonté de vivre ensemble pour qu'il y ait la paix dans notre pays. C'est vraiment ce que je peux dire au nom de Sa Majesté le Moro Naba, qui est le chef suprême de Mossé. Il s'en est suivi les félicitations des membres du gouvernement, des chefs coutumiers d'ici et d'ailleurs, des représentations diplomatiques et de bien d'autres. À titre de reconnaissance, le Moro Naba Bongo a tenu à gratifier le président Roch-Marc Christian Kaboré et son homologue sénégalais Macky Sall ainsi que le président du CID par des présents. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. C'est ce verset tiré du livre d'Exode au chapitre 20, le verset 12, qui a servi de socle à la jeunesse chrétienne évangélique réunie autour de l'association Émergence Génération pour Christ pour reconnaître et honorer ses pères et mères dans la foi. C'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ pour cette génération, cette jeune génération aujourd'hui, parce que nous avons constaté que beaucoup de jeunes gens qui se sont engagés dans le ministère ne sont pas soumis au père spirituel et travaillent sans une couverture spirituelle. Et cela crée beaucoup de dommages à l'image même de l'Église. Et au travers de cette célébration, c'est une interpellation pour que chaque jeune puisse se mettre sous une couverture et pouvoir servir le Seigneur de façon digne de lui-même. Première du genre, cette nuit de l'honneur au Père apparaît comme un devoir de redevabilité de la jeune génération envers celle plus ancienne qui sait sacrifier corps et âme pour l'édification d'une église forte au Burkina Faso. Une initiative saluée par les responsables actuels de l'Église évangélique. Bien-aimés, ce jour est un grand jour, celui de la reconnaissance et de l'honneur à nos pères et à nos mères dans la foi. Je voudrais, du plus profond de mon cœur, saluer l'initiative de nos enfants, regroupant au sein d'Émergence Génération pour Christ, que je vous demande d'applaudir. Ces hommes qui, par la grâce de Dieu, ont compris la recommandation publique liée à l'honneur et ont bien voulu accepter et porter ce projet divin. C'est une belle soirée. Une soirée qui nous permet de faire un pas en arrière pour voir quels sont les fondamentaux de notre existence et de notre œuvre au Burkina Faso. Et à partir de cela, pour bondir, aller de l'avant en sachant qu'il y a un appui en arrière, comme vous l'avez vu entre Moïse et Josué. Il faut que Moïse prie pour que Josué gagne la victoire. Et ces anciens ont prié. Ils ont essayé de construire. Ils ont fait tout ce qui était possible pour qu'aujourd'hui nous soyons l'Église. Et nous aussi, nous devons, en nous rappelant de l'œuvre qu'ils ont faite, partir avec la même vision pour construire l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain. Que cette jeunesse-là se rende compte qu'il y a des gens à honorer, à respecter, vraiment ça nous a touché particulièrement le cœur. Et c'est pourquoi nous les encourageons à continuer cet acte-là afin de jouer le rôle de sel pour assaisonner la vie des autres jeunes de la nation et que ces jeunes gens se reprennent et qu'ils sachent que ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont d'un certain âge,
c'est parce qu'ils ont respecté les lois de l'honneur. Ils ont respecté la loi de la reconnaissance qu'ils ont vieilli. Mais quand un jeune passe son temps à fouler aux pieds les règlements et les petites règles, ce n'est pas très sûr qu'un jour, quand il aura besoin des anciens, que les anciens puissent l'aider. Et donc nous lançons un appel à toute la jeunesse en général, afin qu'elle se réveille, qu'elle reconnaisse qu'une nation ne peut pas se développer sans une jeunesse consciente. Et nous préparons tout pour eux demain. Mais si eux-mêmes ne sont pas conscients, quand nous ne serons plus là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rendre compte qu'ils ont posé des actes, ils ont sémé des semences qu'ils sont en train de récolter. Nous prions pour eux, que Dieu les aide à se remettre sur les rails et qu'ils sachent que vraiment honorer les pères, respecter l'autorité de façon générale est en tout cas le chemin du succès, le chemin aussi qui peut vous élever. Je crois que au vu de tout ce qui s'est passé, c'est un sentiment de joie et aussi de gratitude qui m'anime ce soir pour ce qui a été fait pour nos papas. C'est une reconnaissance pour l'œuvre que chacun a accomplie dans le royaume de Dieu. Et c'est très intéressant de voir que tous ces vieux, quand je vois un pasteur qui a 115 ans, toujours solide, qui a œuvré pendant plus de 70 ans, il n'y a rien de tel. Et il faut simplement la grâce de Dieu et le fait de les reconnaître. Je crois que certains, je pourrais dire que certains s'en iront dans la paix de ce que quelqu'un s'est souvenu d'eux et a donné donc le nom pour qu'il soit reconnu ce soir. Il n'y a rien de tel. Parce que la loi de la reconnaissance est très importante. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut savoir reconnaître en son temps. Et je crois que c'est pas tard pour ces gens-là, le fait de pouvoir simplement reconnaître qu'ils ont été utiles à l'œuvre de Dieu. Ils donnent aussi par la même occasion un exemple, un modèle à suivre pour les jeunes. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui voudraient arriver, mais qui ne peuvent pas suivre les traces de ces papas bien-aimés. Parce que c'est un lot de sacrifices. Et si l'occasion était donnée à chacun d'eux de parler de son parcours, je crois qu'il y a certains jeunes qui vont fuir parce qu'ils ne pourront pas supporter. Mais ils étaient là. Ils ont pavé le chemin pour que l'église du Burkina soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et cette nuit de reconnaissance en valait la peine. Et même si elle n'existait pas, il fallait en créer. Au-delà de la reconnaissance de l'Église de l'œuvre accomplie par ses patriarches, c'est toute la nation qui vient les honorer à travers plusieurs distinctions. Sur la quarantaine de patriarches honorés, 8, dont le pasteur Silaman Rwamba qui a 115 ans, a été fait chevalier de l'ordre national et 2 ont reçu la médaille de l'ordre du mérite. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. En retour, c'est tout honoré que les patriarches ont prononcé des prières de bénédiction pour la jeunesse burkinabé et pour la paix au Burkina Faso.